Go, ça enregistre, c'est nickel. Bonjour Elodie, merci d'être à toi, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Et Bonjour Arnaud. c'est un peu l'enthousiasme, je suis désolé, on en parlait un petit peu avant. Et C'est ça. moi justement, toi qui es une spécialiste du burn-out, je tenais à faire cette interview, ça fait un moment qu'on se court après pour faire cette interview, à redécaler les dates. Enfin, on y arrive, alors merci, merci à toi. Elodie, je vais te laisser te présenter, savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et puis ensuite, on va enquiller sur le reste des questions là. Je te laisse y aller. Ça marche. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Elodie Jacques, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out. Donc j'accompagne tant des particuliers à sortir de cet épuisement justement et à se construire vraiment une vie légère et épanouie sans rechute. Et j'accompagne aussi les dirigeants d'entreprise, que ce soit en dirigeant ou entrepreneurs solo. Et j'accompagne les managers et leurs équipes à vraiment recréer du lien, de la cohésion, remettre du sens en fait dans leur travail et vraiment réconcilier santé et performance. C'est cool, c'est complet, ça, ouais, ouais. Voilà. Respect, non, non, mais c'est super. Et moi, justement, je voulais aborder avec toi, donc plus spécifiquement dans cette interview, la thématique du burn-out chez la femme et qui plus est dans les relations amoureuses aussi. Et pour ça, j'ai pas mal préparé de petites questions. Alors, tout d'abord, la première, ça serait, si on peut dire, l'impact en fait du yo-yo émotionnel sur les relations amoureuses. Toi, comment tu le ressens auprès de tes clientes ou même comment peut-être tu l'as ressenti personnellement quand tu as eu ton burn-out? Ah oui, effectivement, parce que je pense que ça se joue d'autant plus dans le couple parce que on est, comme tu le sais, en miroir avec son conjoint et que ces hauts et ces bas émotionnels, finalement, à un moment donné, ça va venir impacter la relation parce que il y a des hauts et des bas, ça déborde. Moi, j'ai souvent l'image du volcan quand les émotions débordent. Et c'est vraiment ça. Et on a tendance à mettre la responsabilité de ces émotions chez l'autre alors qu'on est responsable de sa colère, on est responsable de sa tristesse, on est responsable de toutes les émotions qui viennent, y compris en couple. Et ça va être ça le challenge, j'ai envie de dire, c'est d'être finalement indépendant de l'autre et d'arrêter de lui remettre la responsabilité de ce qui se joue chez nous, puisqu'on est chacun à 100% responsable de sa vie et de ses émotions. Et quand ça vient provoquer une émotion chez nous, c'est qu'il y a quelque chose qui nous titille, qui va piquer notre ego. Et le tout est de savoir pourquoi ça vient, voilà, ça vient nous titiller. Pourquoi quand mon mari il me dit telle chose, d'un coup, ça commence à m'agacer ou à me mettre en colère. Et c'est là où finalement le yo-yo émotionnel va vraiment avoir un impact au niveau du couple puisque ça vient toucher la blessure. On a tous une blessure principale émotionnelle qui se développe dans l'enfance. Donc, soit le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, laquelle j'ai oublié, l'injustice. Et effectivement, en couple, on va vraiment être en miroir avec son conjoint par rapport à ça. Et tant qu'on n'a pas résolu cette blessure, finalement, ça va venir s'activer d'autant plus qu'on est un peu en miroir. J'adore parce que c'est exactement moi ce dont je parle aussi dans les accompagnements, c'est la base en fait. Voilà. C'est la base. Parce que tu as beau chercher toutes les solutions possibles et inimaginables ou rejeter la faute sur l'autre, mais si tu regardes pas déjà la cause d'où vient vraiment le problème, le problème va jamais se résoudre et tu vas le répéter en fait. C'est ça. Donc après je sais pas, est-ce qu'il y a des multiples burn-out? Est-ce que ça peut arriver? Tu veux dire des gens qui font plusieurs burn-out? Ouais, c'est ça. Ah oui, ça existe parce il y a des gens, par exemple, qui, s'ils ne soignent pas le premier burn-out, ben, quelques années après, c'est pas impossible qu'ils en refassent un autre. Ou alors qu'ils l'ont soigné partiellement, parce que malheureusement, on est encore dans le trip en France de soigner le burn-out par des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Quand bien même, dans tous les pays autour de nous, ils interdisent ce genre de pratique, nous, on est encore les plus gros consommateurs de médicaments, alors qu'on sait qu'un médicament ne va jamais aller traiter un trouble psychique et encore Ouais. moins le burn-out parce que, comme on le voit bien, toi et moi, on le sait pour l'avoir vécu, c'est le corps qui s'effondre. Donc, c'est une utopie complète d'imaginer que tu vas le soigner par le verbal ou par les médicaments. Et comme on va soit voir un psychologue, un psychiatre
mais qu'il y en a encore beaucoup qui vont faire parler les gens, travailler sur le verbal, mais pas travailler du tout sur le corporel, et ben effectivement, le burn-out, même quand tu as l'impression d'aller un peu mieux, parce que tu peux effectivement franchir certains paliers, mais si c'est pas soigné dans le corps, si tout l'émotionnel est resté cristallisé dans le corps et a pas été libéré, et ben quelques années après, t'en refais un. Ouais, 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 ça m'étonne pas, c'est clair. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai pas vécu personnellement, mais c'était une question, tu vois, qui m'est venue comme ça et ça m'étonne pas au final. Et justement, j'ai une question par rapport à ça, en fait. Ça serait, comment est-ce que il y a une manière, ouais, de distinguer les personnes qui peuvent mieux se sortir justement d'un burn-out? Ou quel point d'honneur tu mettrais pour qu'ils s'en sortent mieux? Double question, je sais pas si tu veux que je la refasse? Non, ça va. Je pense que c'est pas une question de personne. C'est pas qu'une personne va sortir mieux du burn-out qu'une autre. On dit toujours: «Ah oui, mais on n'est pas à égalité». Enfin voilà, il y a des personnes, chacun son chemin. Chacun son chemin, ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, avec les retours que j'ai, moi, de mes accompagnements, c'est plus une question d'information et d'accompagnement que de réel, une personne va s'en sortir mieux que l'autre. Après, ce qui va faire la différence, effectivement, c'est s'il y a une personne qui veut, qui finalement va pas vouloir s'en sortir de manière inconsciente, hein, pas forcément Mmh. consciente, mais entretient finalement ce système de victimisation et du coup ne va pas s'en sortir. Mais à mon sens, c'est vraiment le travail du praticien d'aller chercher au niveau du corps. Et le gros problème, c'est qu'il y a d'expérience. Moi, j'ai récupéré des personnes qui me disaient: «Ah oui, mais c'est ma psychologue qui m'inscrit à l'art-thérapie». Alors déjà, bonjour le concept de responsabilité de la personne, tu vois? «Ah oui, mais ma psychologue, elle m'a dit qu'elle me suivait plus si je prenais pas les médicaments». Véridique, hein. Mmh mh, ça m'étonne pas. Et là, il y a un gros problème d'accompagnement entre le praticien et alors bon, moi j'appelle ça des clients, mais ou des patients pour des psychologues ou des psychiatres, quand ils prennent l'ascendant sur la personne. Mmh. Et c'est vraiment aussi, enfin, j'incite les personnes qui sont en état d'épuisement ou vraiment de burn-out à, euh, à regarder ça chez le praticien et s'ils ne le sentent pas, à ne pas hésiter à changer de praticien. Parce que moi, j'en ai vu totalement terrorisées, qui n'osaient pas arrêter parce qu'elles étaient prises dans un espèce de suivi, que ce soit dans les CMP ou autres. Mais on est quand même chacun responsable de son corps, quoi. Et on a le droit de choisir quel accompagnement nous convient ou pas. Donc ça, c'est vraiment un point important. Moi, mes deux piliers, c'est vraiment l'autonomie et la responsabilité de la personne. Et si tu n'as pas ça dans un accompagnement, bah, clairement, prends tes jambes à ton cou et casse-toi, quoi. Parce que ça devient dangereux, parce que le praticien va maintenir la personne dans une sorte de dépendance Ouais, par rapport à lui. Alors, c'est gradif pour lui, mais la personne, elle ne va pas avancer comme ça, quoi. c'est clair, Et je c'est clair. pense que c'est l'importance de ça et l'importance de travailler au niveau du corps. Parce que tant que tu ne travailles pas au niveau du corps, tu n'as aucune chance d'être guéri totalement d'un burn-out. Ou même de toute problématique de vie, hein. Si tu ne veux pas aller chercher dans le corps ce qui est bloqué au niveau émotionnel, puisqu'en fait, on sait que tout ce qui nous arrive, même ce qui nous arrivait in utero quand on était dans le ventre de notre maman, même certaines couches d'anciennes générations, puisque normalement on porte les couches de 7 générations avant nous, Mmh mh. tout ça, ça a un impact au niveau corporel. Et nos émotions, il faudrait qu'on les vive un peu comme un enfant de 3 ans. Toi qui as des enfants, tu vois de quoi je parle. Quand un enfant vit de la colère, il y a du son et il y a du mouvement. Et ben nous, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas appris à le faire et qu'il ne faut pas le faire non plus n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, parce que ça deviendrait un joyeux bordel, quoi. Voilà. C'est ça C'est même, c'est l'idée. je me permets de te couper, c'est même la société des fois qui nous dit de pas le faire ou notre entourage aussi, qui peut avoir vraiment une vraie influence, mais vas-y, C'est excuse-moi, ça. je te laisse continuer. Non, non, mais tu as raison d'appuyer là-dessus parce que combien de personnes pensent que la colère, c'est une émotion négative? Je l'entends constamment. Alors que la colère, c'est une émotion hyper saine. Ça vient te dire qu'il y a un décalage entre tes propres besoins, tes valeurs et la situation actuelle. Donc, c'est une émotion qui est saine. Après, évidemment, le tout n'est pas de la déverser sur tout le monde au passage parce que, comme je l'ai dit,
C'est des fois dur à comprendre parce que c'est un élément extérieur qui vient te mettre en colère, mais c'est quelque chose à l'intérieur qui est pas aligné. Donc on a tendance à dire ah mais c'est celui-là il m'a mis en colère. Ouais, Non, c'est ce qu'a dit telle personne. Toi tu te sens en colère parce que ton besoin est pas rempli. c'est clair, c'est clair. Et Je ça faisais c'est vraiment une différence. Ouais. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je faisais ça juste quand tu parlais, je sais pas si tu m'as vu, parce qu'en fait, la colère ou même quand tu te mets à pleurer, des fois, tu as les larmes aux yeux ou Ouais, la tristesse pareil. il y a des signes qui trompent pas comme ça, mais Parce que ça aussi, tu vois, on taxe beaucoup. Ah, mais ça, c'est les émotions négatives. Mais en fait, ouais, l'émotion, elle n'est pas négative. L'émotion, c'est une information qui est complètement neutre. Après, c'est toi qui vas y mettre, comme les problèmes, comme ce qui t'arrive dans la vie, tu vois. C'est toi qui vas y mettre une connotation positive ou une connotation négative. Après, que certaines émotions soient désagréables, ça d'accord. Parce que tu peux pas dire que c'est le kiff absolu de ressentir de la tristesse, de la colère, tout ça. Mais moi, je suis vraiment, je suis, en général, je suis assez pinailleuse là-dessus, de vraiment distinguer l'émotion négative de l'émotion désagréable, parce que, voilà, parce qu'on associe trop souvent certaines émotions au négatif, alors que justement, elles sont hyper saines pour se développer et pour comprendre tous nos mécanismes inconscients qui, notamment, nous amènent au burn-out ou jusqu'au stade de l'épuisement. c'est des signaux dont il faut prendre conscience, en fait, ouais. Oui, c'est Ouais, ça. Les émotions, c'est un peu le baromètre du corps. C'est là pour nous dire: «Attention, là, il y a quelque chose, voilà, qui est pas aligné, qui est pas droit», voilà. Donc ça nous aide justement, quand on connaît son corps et quand on a appris justement, à libérer ses émotions, ouais. ça nous apprend à réaligner les choses de la vie et dire: «Bon, ben, là, il serait peut-être temps que, je change d'activité professionnelle parce que, vraiment, je suis dans une voie où ça va pas du tout». Ou il serait peut-être temps que j'harmonise un peu ma relation de couple, ou que je me sépare si vraiment, ça va pas parce que, ça va plus du tout, quoi. Voire même, comme on disait un petit peu tout à l'heure, apprendre à se connaître ou à se centrer, à savoir ce que l'on veut pour pouvoir aller à un endroit où on a envie. Parce que c'est vrai que si on travaille pas aussi sur soi à la base, c'est comme si tu dis, je sais pas, je veux prendre la voiture et je veux aller me balader. Ouais, mais tu veux aller te balader où? Enfin, C'est ça. il faut trouver prendre le bon GPS, j'ai envie de dire. Bah, tout est une question de sens. La question de sens, de savoir, qu'est-ce que je fais, sur cette terre, c'est le voilà, c'est la comment dire? Le questionnement de l'être humain. Mais le burn-out, c'est vraiment ça aussi. C'est quand à un moment donné, quand tu t'es perdu en route, Ouais. tu fais des choses, mais tu sais même plus pourquoi tu les fais. Tu sais pas où tu vas et tu sais pas qui tu es. Donc forcément, à un moment donné, tu vas tomber dans un fossé, quoi. C'est un peu, c'est un peu l'image de prendre sa voiture, mais tu sais pas où tu vas et voilà. Donc et la question de sens, c'est vraiment, c'est tout le cœur du problème. Si tu sais pas qui tu es, si tu te connais pas et que tu sais pas où tu veux aller, on parle souvent de vision de l'entreprise, mais on parle pas de vision personnelle et ça se travaille effectivement. La fameuse mission de vie, des fois, comme on peut l'entendre, mais Voilà, c'est ça. Nous, on entend ça beaucoup au niveau, de l'entrepreneuriat, mais même en tant que salarié et tout, c'est se dire: «OK, comment je vais développer ma carrière? Où est-ce que je vais aller au niveau personnel? Comment on fait, coïncider mes besoins, les besoins de mon conjoint, les besoins des enfants?» et qu'on a une vision dans ce sens-là, quoi. ouais, toute la sphère, en fait, c'est un ensemble, ouais, la vie pro, la vie perso, l'environnement, il y a plein de choses qui rentrent en compte, ouais, c'est clair. Oui, c'est ça, parce que le burn-out, on a souvent tendance à le rattacher au domaine professionnel, Ouais. alors qu'il y a le burn-out parental, il y a le burn-out professionnel, ça existe. Et, euh, et c'est, en fait, il n'y a pas tellement de limite entre pro et perso, quoi. Mmh. C'est plutôt avoir une vision globale de là où on veut aller. Et après, on articule le pro et on articule le perso là-dedans, quoi. Tout à fait, ça roule et justement, j'avais une autre question, que je me suis notée, c'est: est-ce que savoir dire non dans sa vie perso comme pro suffit à éviter le burn-out ou à l'arrêter même? Alors, très clairement, non. S'il y avait que ça, s'il y avait que ça à faire pour éviter le burn-out, ça serait beaucoup trop simple.
Et plutôt que dire non, c'est vrai qu'on se dit souvent, c'est poser ses limites, dire non. Et finalement, c'est plutôt l'idée, c'est de se dire oui à soi-même, plutôt que de dire non à l'autre, mais se dire oui à soi-même. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de poser une interdiction ou de poser un non en pleine face de l'autre, mais de dire bon bah là, mon besoin il est là, pour respecter mon besoin, pour respecter mes valeurs, eh ben je vais plutôt prioriser ça plutôt que la demande de l'autre qui est pas en accord avec mes besoins. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, alors poser ses limites en fait partie, mais évidemment c'est plus complexe que ça. Il y a vraiment toute cette, ce qu'on disait, cette connexion au sens et savoir se connaître pour pouvoir effectivement poser ses limites et puis se respecter soi-même et puis se prendre soin de son corps tous les jours, quoi. Parce que son corps, on en prend soin quand? Alors les femmes, elles sont spécialistes de ça, c'est quand elles veulent maigrir. Autrement, hein, ça ira comme ça. Et puis, ou alors on en prend soin, allez, j'ai 3 semaines de vacances dans l'année, je prends soin de moi. Sauf que tu es tellement crevé de toute ta vie, de toute l'année, que tu profites pas de tes vacances, que tu arrives au boulot, tu es de nouveau crevé, et puis voilà. Et puis c'est reparti pour un tour. Et boum! Alors que voilà, c'est ça. Et de la même manière où on parle beaucoup de l'hygiène alimentaire, on sait qu'il faut avoir une alimentation saine, équilibrée. On sait qu'il faut un sommeil régulier. Tu vas pas dormir 3 semaines dans l'année et pas le reste de l'année. Eh ben, moi, je parle d'hygiène émotionnelle parce que les émotions, c'est quelque chose qu'il faut aussi cultiver tous les jours. C'est très beau l'hygiène émotionnelle. Je la connaissais pas, mais c'est vrai que j'aime bien cette formulation, ouais. Ça roule. Et après, comment tu peux, connecter en fait, le corps et l'esprit? Comment tu arrives à faire ça en fait? Alors, le corps et l'esprit, ils sont de toute façon connectés parce que tes pensées, que ça soit les pensées dont tu es conscient, mais les pensées aussi un peu plus profondes où ça demande du travail pour aller les déceler, va aller créer les émotions, va aller avoir un impact sur le corps. Puisque finalement, quand tu entretiens des pensées négatives, ben voilà, tu as des émotions désagréables, tu vis tout le temps de la frustration, de la colère, des choses comme ça. Et ça va aller impacter le corps. C'est ça qui va faire des tensions physiques dans le corps et à long terme des maladies. Ouais, Parce que ce qu'on disait pour les enfants de 3 ans, l'impact des émotions sur le corps, c'est ça. C'est quand on laisse justement s'installer des émotions qu'on n'a pas libérées, et alors ça va s'installer à un niveau dans le corps. Et quand on tombe en burn-out, ben, c'est pas pour rien que le corps s'effondre, c'est qu'on a tiré sur l'élastique tellement longtemps qu'à un moment donné, l'élastique il pète. Parce que des signaux, on en a des tas, sauf qu'on est comme ça, voire comme ça, qu'on ne veut pas les voir parce qu'on se dit non, mais t'inquiète, moi je gère, moi je suis forte, moi de toute façon ça va, rien ne m'arrivera, j'ai un fort caractère, machin. Et c'est les premiers placés pour aller directement se prendre un mur en burn-out. Et là, je parle d'expérience, hein. Et l'idée, c'est effectivement reconnecter corps-esprit parce que quand on est dans le faire, dans le faire, dans le faire, on est complètement coupé de son corps et du coup coupé de ses émotions. Et l'idée, c'est d'aller justement reconnecter à ça, travailler. Donc ça, je le fais par exemple pendant mes accompagnements, travailler ta sécurité intérieure, mais dans le corps. Comprendre pourquoi tu as mal au cervical, tu as mal dans le bas du dos, tu as mal au genou. Parce que le corps est une véritable symbolique. C'est vraiment un GPS, le corps. Selon que tu as mal à gauche, à droite, ben, ça n'a pas la même symbolique. Le côté gauche est plutôt paternel, le côté droit plutôt maternel. Selon que tu as mal à certains endroits du corps, par exemple les genoux, c'est vraiment tout ce qui représente la flexibilité, la souplesse. Voilà. Et il y a ça pour tout le corps, il y a une symbolique. Et du coup, d'aller travailler là-dessus, ça permet de mieux se connaître et quand on a aussi une douleur qui est récurrente, parce que même le mal de dos, où on met justement sur le dos le stress en général, la fatigue, tu as l'impression que c'est normal d'avoir mal à la tête ou mal au dos ou mal au ventre.
Et en fait, non, hein. Il y a des gens qui vivent sans ça, sans mal de tête, sans mal de ventre, sans mal de dos. Donc, c'est pas normal. Donc, c'est aussi se préoccuper, OK, qu'est-ce qui fait que j'en ai plein le dos? Parce que c'est pas qu'une expression, Et c'est vraiment souvent qu'on en a plein le dos. c'est la phrase qui me venait sur le bord de la langue. J'allais te dire, j'en ai plein d'eau, j'en ai plein le cul. Quand on entend cette phrase-là, c'est exactement, c'est au propre comme figuré, mais c'est tout à C'est fait. ça, les premiers symptômes du burn-out, de toute façon, alors, il y a des zones du corps qui vont sortir vraiment différemment en fonction des personnes, mais d'une façon globale, ce qui revient souvent, c'est les cervicales, le dos et le ventre, puisque le ventre, c'est le cerveau émotionnel. Donc, de toute façon, tout va aller se loger dedans. L'estomac, qui a un but de rumination, ben, c'est pas pour rien quand on dit ah ben, il me reste ça m'est resté sur l'estomac. Voilà. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau, mais c'est vrai que c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Tout ce qui est intestin, tout ça, c'est vraiment le centre émotionnel. Donc, le stress, les angoisses, voilà, tout ça, ça va aller se loger là en premier. Donc ça, c'est vraiment les 3 zones qui ressortent chez à peu près tout le monde. Après, il y a d'autres choses qui se développent en fonction aussi de bah, si c'est notre premier burn-out ou pas, si c'est le troisième ou le quatrième, Ouais, si entre-temps on a un problème de santé, mais qu'on voit que le côté médical et que effectivement bah, on a laissé traîner ça et que ça se règle pas, bah, ça va remettre des couches sur des couches sur des couches sur des couches. Donc effectivement, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent s'ajouter. s'ajouter, ouais. Et ça peut être, bah, le burn-out, il faut le dire, ça peut être grave, hein. Il y a des personnes Mmh, qui vont jusqu'au suicide quand c'est tiré vraiment trop sur la longueur ou que ça dégénère en dépression. Donc, c'est clair, c'est clair. Et une autre question, je m'étais ajouté aussi, quel équilibre peuvent améliorer alors la fameuse gestion de ce stress, en fait, du stress quotidien sinon? tu veux dire les choses qui vont faire que on peut mettre en place, par exemple, tous les jours pour améliorer ça? Oui, Allô? Tu il y a du m'entends? bruit, c'était non, c'est moi, c'est avec mon micro, je sais pas, non? Ouais, 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 je t'ai entendu, ça fait un gros comme, comme du bruit de tonnerre ou je sais pas du livre, mais Ah ouais, c'est bizarre. c'est peut-être moi alors, mince. Et oui, oui, je t'entends. J'allais dire, ouais, c'est ça, dans cette idée-là, en fait, comment tu peux comment tu peux trouver l'équilibre sinon? Presque, plus simplement, j'ai envie de dire. Bah, moi, je dis toujours, justement, pour cette hygiène émotionnelle, c'est mettre en place des rituels de santé. C'est-à-dire mettre en place des rituels qui vont faire que tu vas t'occuper de toi déjà chaque jour et pouvoir gérer les émotions en fonction de ce qui t'arrive dans la vie. Parce que faut pas croire que les thérapeutes, les psys et tout, à un moment donné, ont une vie lisse sans problème. Je suis là pour témoigner que non, qu'on a aussi plein de merde sur le coin de la figure. C'est juste la capacité, en fait, à les appréhender qui va être différente. Au lieu que ça fasse un cataclysme, eh ben, voilà, ça fait un léger remous, Ouais. mais on arrive à trouver des angles pour gérer ça. Qu'est-ce Ouais, qu'on peut mettre au quotidien? Bah, déjà, c'est la respiration. La respiration, c'est la base de la gestion émotionnelle. C'est revenir à une respiration ventrale, un peu comme on fait au yoga, c'est-à-dire de travailler. Moi, je travaille beaucoup avec mes clientes en cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer par le ventre en 4 5 secondes, expirer en 5 secondes. On fait ça pendant 5 minutes. On recommande ça 3 fois par jour. Déjà, rien que ça, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. On peut le faire au boulot quand il y a une collègue qui commence à nous taper sur les nerfs et que ça, on sent que ça commence à ça monter, que monte. ça monte. Bon, une fois que c'est là, on commence à le faire redescendre, hein, parce que sinon, après, c'est le volcan qui explose. Mais on n'a pas besoin de matériel. La respiration, a priori, on l'a toujours sur soi, normalement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Voilà. Et ça permet justement, bah, par exemple, prenons l'exemple de la colère, c'est la seule émotion qui est une émotion progressive. Donc, quand on arrive à la prendre un petit peu avant, ça permet justement de ne pas la laisser éclater avec voilà, les conséquences que ça peut avoir selon les contextes dans lesquels on est, que ce soit en couple ou professionnellement, quoi. Quand Mais tu c'est parlais vraiment déjà travailler en cohérence. Ah, pardon, je t'ai non, coupé. non, il y a pas de problème, c'est moi. Vas-y, vas-y, j'ai Vraiment, déjà, rien que ça, la respiration, de penser, quitte à se mettre un rappel sur le portable. Moi, je vais te donner une astuce. Je recommande, il y a une application qui s'appelle Respi Relax Plus, qui est une application qui a été développée par un centre thermal.
Et du coup, tu as juste un curseur qui monte sur les 5 secondes, qui descend sur les 5 secondes. Alors, ça fait gadget, mais ça permet en fait de déconnecter le mental. Moi, je le recommande beaucoup à des clientes qui commencent et qui n'ont pas l'habitude. Au lieu d'être dans ta tête à compter les 5 secondes et à un moment donné à perdre le fil, eh ben, tu as cette petite tonalité. Comme ça, tu fermes les yeux, tu déconnectes et ça permet vraiment de couper le mental et de se laisser aller et de se concentrer du coup sur la respiration. Donc ça, c'est assez bénéfique, quoi. Et Ouais, puis après, l'idée, c'est vraiment de poser des choses, prendre soin chaque jour, de se dire, bah, ne serait-ce que prendre un café ou un thé sans rien faire autour. Ça veut dire sans portable, sans plein de monde autour, quitte à se lever 10 minutes plus tôt le matin, ou voir en fonction de son rythme. C'est vraiment aussi trouver son propre rythme, d'arrêter de vouloir coller des choses toutes faites ou copier des gens qui ont fait ça et se dire bah, ça va marcher pour moi. C'est aussi apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à connaître son rythme. Il y a des gens du matin, il y a des gens qui sont plutôt du soir. Bah, voilà, trouver la période qui est la plus propice en fonction aussi si on a des enfants qui gravitent autour ou pas. Mais prendre ce temps pour prendre soin de soi chaque jour, quoi. Ça peut être plein de choses. Ça peut être faire du sport, prendre un bain, faire une courte balade, voilà, faire un hobby, faire de la méditation. Moi, je travaille beaucoup en visualisation aussi. Euh, faire de l'écriture. L'écriture aussi, ça permet de lâcher tout l'émotionnel qu'il y a dans la tête sur le papier. ouais, Et puis, ça évite de le déverser sur, sur son conjoint. C'est pas mal. c'est clair, c'est clair. Je suis 1000 d'accord, je voyais exactement ça, ouais, tout à fait. Et pour revenir juste rapidement sur ce que tu disais, en fait, c'est vrai que souvent, on entend aussi dans le développement personnel qu'on est son premier actif, en fait, qu'il faut, qu'il faut être centré un peu sur toi. Alors, ça peut paraître égoïste, mais c'est vrai que j'en parlais l'autre coup avec mon fils parce que des fois, il a tendance à vouloir trop s'occuper de sa petite sœur, mais je lui dis, mais occupe-toi de toi, sinon tu pourras pas t'occuper forcément des autres. Par exemple, quand tu es, il y a le grand classique, mais quand tu es dans l'avion, si l'avion vient à se dépressuriser, que les masques tombent, si tu Mm. t'occupes de ton voisin, bah, toi tu tombes dans les pommes. Il faut déjà mettre ton masque et après tu t'occupes des autres. Bah, c'est un peu le même principe en fait. Et c'est vrai que c'est Ouais, super c'est un exemple important. qui revient souvent et qui Mais est très, grave. très juste, quoi. Parce que Et parce que, vas-y, vas-y, je t'en prie. ouais, comme tu dis, il faut remplir ses propres besoins avant de pouvoir s'occuper des autres. Et c'est d'autant, toi qui t'adresses à une clientèle féminine, alors les femmes étant les championnes de la charge mentale, à imaginer, on dit toujours le cerveau des femmes est multitâche, et ben je vais mettre fin à cette fausse information, mais c'est faux. Le cerveau, par nature, il est monotâche. Tu sais, c'est comme un ordinateur, hein. Quand tu mets trop de fenêtres en même temps, à un moment donné, ça plante. Hum, Le cerveau, c'est exactement pareil. Et là, hommes et femmes, on est sur le même plan d'égalité. Sauf que peut-être nous, on a pris l'habitude. Aussi, je pense, c'est beaucoup le bagage familial, tu sais, cette notion de sacrifice que la femme passe après, que de toute façon, tu te sacrifies pour tes enfants, tu te sacrifies pour ton mari. Et du coup, il y a encore beaucoup ça, que je trouve, qui est ancré. Parce que dès que tu es une femme aussi, que par exemple, tu développes ta carrière, on va te dire, ah ouais, mais et tes enfants alors? Tu sais, il y a beaucoup, moi je rencontre ça aussi, tu vois. Dès que en plus, tu es chef d'entreprise, alors on va te piquer sur le temps que tu passes pas avec tes enfants, ou toi-même, tu vas te mettre la pression, tu te dire, ah, il faut que je sois une super épouse, il faut que je sois une super maman disponible tout le temps, faut que je réussisse professionnellement, et puis il faut que je tienne la maison impeccable, hein, parce que sinon, ça va pas du tout, quoi. Wonder Woman. Sauf qu'à un moment donné, on est juste des humains. Donc, on ne peut pas tout gérer en même temps. Et ça, je pense que le confinement, ça nous a aussi appris ça, parce que ça a été une perte de repères totale, parce qu'il a fallu réorganiser aussi bah, la maison, parce que le fait d'avoir tout le monde sous le même toit, bah, en fonction du cadre, de l'environnement où tu es, si tu as un appart de 50 mètres carrés ou une maison avec jardin, bah, c'est clair que l'impact psychologique n'a pas été le même. Et puis moi, je vois même moi à la maison, hein, ça a été, il a fallu réaligner de semaine en semaine pour que chacun trouve sa place, chacun trouve son rythme, que chacun arrive à remplir ses propres besoins. Et c'est pas forcément déjà simple, même quand tu as travaillé sur toi. Donc, quand tu n'as pas travaillé sur toi, c'est carrément
Ouais. C'est vraiment un gros bordel, quoi. Voire comme tu disais, en rajoutant des couches parce que quand tu es obligé de faire l'école à la maison que tu ne sais pas faire, il y a C'est les ça. classrooms, il y a les logiciels et compagnie, mais les enfants, faut leur faire faire leurs devoirs à la maison en plus de ton travail à toi. Donc c'est vrai que Bah là, la compliqué. situation qu'on vient de vivre avec la crise sanitaire, c'est vrai que ça nous a vraiment, ça a vraiment eu une détresse psychologique à ce niveau-là, parce que tu avais des entreprises qui demandaient énormément de gens qui étaient en télétravail. J'ai même entendu des salariés qui avaient réunion Zoom à 9h, 14h et 17h pour bien être sûr qu'ils étaient derrière leur écran et qu'ils n'étaient pas là à glander, tu vois, plus le boulot et toutes les tâches normales. Donc, déjà, en plus, tu as cette pression, ce contrôle. Alors, si tu es deux en télétravail et que en plus, tu as la continuité pédagogique à gérer avec des niveaux différents. Moi, je vois, on avait même une continuité pédagogique pour le petit qui est en petite section de maternelle, tu vois, Pareil, ma avec fille a une 3 ans, donc explication par maîtresse, avec une telle qui dit ouais, ouais, vous postez sur le Padlet, une espèce d'espace en ligne où tout le monde poste dessus, et puis il y a ça à faire pour sa motricité, et ci et ça. Et là, tu dis oh, pop, 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 on va se calmer, hein. ouais, Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en détresse et qui couraient après le temps, qui voulaient être sur tous les fronts, et finalement, à un moment donné, c'est le pétage de plomb parce que juste, on ne peut pas. c'est clair, c'est clair. Et je pense qu'au niveau des femmes, tu vois, toi qui accompagnes beaucoup de femmes, c'est aussi beaucoup cette histoire de culpabilité qui est énorme pour les femmes parce qu'on a tendance justement à vouloir être sur tous les fronts. Et quand on n'y est pas, bah, tu as toujours en plus une réflexion de l'entourage qui tombe à ce moment-là parce que, comme toute blessure, elle a besoin de temps en temps d'être un peu activée, tu vois. C'est clair. Et si tu n'es pas au carré avec toi-même, ben, c'est vrai que tu peux vite tomber dans de l'épuisement, à courir après une espèce d'illusion ou de choses où tout sera toujours parfait. Sauf que ça n'existe pas, ça sera jamais le cas. À un moment donné, il faut juste voir où tu mets tes priorités et puis aussi cultiver la gratitude. Tu vois, moi, je travaille beaucoup ça avec les clientes, c'est dire dans une journée, même une journée pourrie, il y a forcément au moins 3 trucs qui ont été positifs. Ne serait-ce qu'avoir à manger, avoir un toit, on considère ça comme normal, mais c'est pas normal partout, quoi. Être en vie, ça n'a jamais été aussi important qu'en ce moment avec des tas de gens qui sont décédés du Covid. Heu, ne serait-ce que ces choses-là, quoi. Avoir une partie de fou rire avec ses enfants, même quand tu as le reste à côté, même si tu as crié 5 fois parce qu'ils veulent pas t'écouter ou que ça crie dans tous les sens et qu'à un moment donné, tu as une tête comme ça. Mais il y a forcément des choses positives et plus tu te concentres là-dessus, plus tu vas changer ton état d'esprit, quoi. C'est sûr, c'est sûr. On a plein de trucs en commun, c'est énorme. Je marche exactement pareil avec la gratitude, c'est un levier important de toute façon, ça c'est clair. C'est Ça et je pense que ça t'aide vraiment à être, tu vois, aussi dans l'acceptation parce que ça, on a un vrai problème avec ça, hein. Et moi, je sais que je travaille encore beaucoup dessus, parce que par le passé, j'étais beaucoup dans le contrôle et quand justement, tu es plus dans l'acceptation des choses, OK, bon, bah, ça, c'est allé de travers, mais la situation, est-ce que j'ai du pouvoir sur la situation? Oui, OK, bah, qu'est-ce que je peux changer? Si j'en ai pas, bah, j'arrête de m'en faire et de me culpabiliser toute seule, quoi, parce que ça sert à rien à part, à auto-alimenter, un truc, malsain, quoi. ouais, tout à fait. Et la gratitude, ça t'aide aussi à poser toutes les choses positives et à être, du coup, à être, je trouve, dans un autre état d'esprit, un peu plus ouvert et un peu plus de lâcher prise que si tu es fixé sur tes pensées négatives, tu vois. Mais après, je dirais même, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter quand il t'arrive des choses graves. F je vais me permettre d'en parler là. Avec ma femme, on a perdu, une troisième enfant, une petite fille qui est elle a accouché, elle est mort-née parce qu'elle avait une trisomie 18. Donc elle était pas viable. Mais D'accord. après, on a déjà 2 autres enfants. Bon, elle a eu des fausses couches, des choses qui arrivent. Mais on s'y attendait, mais ça a été très dur. Bon, elle est à nouveau enceinte. Donc tant mieux, mais après c'est pareil, tu vois? Il faut accepter les choses. C'est exactement ça, moi, c'est tout à fait ça que je travaille aussi et je trouve ça super important parce que sinon tu peux pas aller de l'avant et on a déjà là, en l'occurrence, on a déjà 2 enfants
Même si, par exemple, mon grand a 2 ans, il s'est cassé le coude, là, il va bien, tu vois? Il arrive plein de péripéties, Mmh. mais il faut aller de l'avant. En fait, tu as 2 choix. Soit tu restes bloqué dans ton passé, ou soit tu acceptes Mmh. les choses et tu te projettes dans le futur. Après, il faut savoir juste ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Et prendre la responsabilité de sa vie, c'est dire à un moment donné: «OK, bah, là, cette période-là, c'était pas idéal, j'ai pas fait forcément les bons choix, mais j'ai fait comme j'ai pu. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses?» Parce qu'effectivement, plus tu entretiens cette culpabilité, plus tu es dans ce truc de victimisation où, tu te dis: «Oh là là, mais pourquoi il m'arrive ça à moi? Mais c'est pas juste, mais machin, mais» et on a tous des aléas dans la vie, quoi. Je veux dire, moi aussi, j'ai touché vraiment, vraiment le fond parce que j'étais attaquée de front sur les 2 tableaux en même temps, le pro et le perso. Voilà, ça a été, très difficile, comme je te partageais hors antenne, de faire ce burn-out professionnel et 3 semaines après d'avoir failli perdre ma fille, en plus pendant la période de Noël. Ça fait très cliché, mais ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. Ouais. C'est vrai que déjà tout heu, le sens a été différent, tu vois? Les priorités ont été différentes, mais après j'avais le choix entre me dire: «Bon, bah, je suis une victime, comment dire? Je reste bloquée dans mon passé, c'est pas juste ce qui m'est arrivé», alors que ma fille s'en est sortie et qu'aujourd'hui elle va très bien, tu vois? Des fois, on reste bloqué dans des aléas, même quand, finalement on a réussi à le dépasser, tout ça, à dire: «Oh ouais, mais si aujourd'hui ça va pas, c'est parce que, il y a 8 ans, il m'est arrivé ça, quoi». Mais et c'est là où c'est important de travailler dans le corps parce que tu vas vraiment aller guérir complètement la blessure. Parce que tant que ça reste dans le verbal, tu es dans le conscient et tu vas pas aller chercher tous les mécanismes inconscients qui t'ont conduit à telle problématique de vie. Parce qu'il faut être clair, tout ce qui nous arrive dans la vie, d'une manière ou d'une autre, on se l'attire. Alors évidemment, pas consciemment parce qu'on ne s'attirerait pas, un burn-out ou encore, ce que tu partages, la mort d'un enfant qui est absolument, voilà, enfin moi ça me touche en plein cœur d'autant Ouais, c'est plus. normal, hein. Mais après, c'est de savoir: «OK, mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que ça m'a permis? Quel est le cadeau qu'il y a derrière ça, que la vie m'envoie pour m'aider à me dépasser et à être une autre version de moi-même, quoi?» Moi, je le vois vraiment comme ça. Le burn-out a été un cadeau. L'hospitalisation de ma fille m'a vraiment sauvée, quoi, parce que ça m'a, là, pour le coup, c'est venu complètement, chambouler, Éclairé. Ouais, mes principes, mon monde, enfin, la façon dont j'appréhendais la vie, le ciel m'était tombé sur la tête, quoi. c'est clair. C'est clair, tout à fait. En tout cas, je voulais te remercier déjà pour cette interview, parce que c'est vrai qu'il y a plein de pépites, je pense et ça a été très enrichissant. Pour te retrouver, sur quel réseau ou comment on peut te retrouver? Moi, je mettrai les liens, tu m'enverras les liens, je mettrai les liens sous la Mmh vidéo, mais vas-y, dévoile-toi. Bah, merci déjà, de cette interview parce que c'était vraiment super de pouvoir, échanger avec toi. Et bah, où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur mon profil, puisque mon profil est quasiment, public déjà. Sur la page, Facebook où je communique beaucoup, qui est maintenant mon nom, d'entreprise a changé, qui s'appelle Self Care Success. Donc anciennement Douceur Naturelle, qui est devenue Self Care Success. Et le site, selfcare-success.fr qui va être opérationnel là dans les prochaines 2 semaines, donc Ça marche, nickel. Bon, ouais, ben, merci encore à toi et puis, ben, au plaisir d'en discuter et puis merci de nous avoir regardés aussi pendant cette interview. J'espère que vous aurez toutes, voire tous appris des nouvelles choses qui pourront vous aider. N'hésitez pas donc à aller voir Elodie pour les problèmes de burn-out. Voilà je te remercie Arnaud. et puis au À plaisir. bientôt. Au plaisir. Ciao, bonne soirée. Ciao.